les pieds en avant. Oh putain. Je Ah, la méchance. se jette au milieu. Mais ça faisait du bien parce que tout le monde savait qu'il rigolait pas. Voilà. C'est-à-dire Donc que si je vais aller à la maillotche, c'était pas du fake. ouais, il va pas reculer lui. Non, non. Et il avait peur de rien. Bonjour Philippe. Salut. On va commencer par la base. Merci beaucoup de nous accueillir dans les studios de Sud Radio. Avec plaisir. Tu es consultant dans l'émission Au cœur de la mêlée. Ouais. Avec François Trio, Yoann Huget. C'est ça. Alors dans l'équipe, on est assez nombreux parce Ouais. que Au cœur de la mêlée, c'est une de nos émissions, mais en fait, dans l'équipe rugby, entre le week-end et le lundi, il y a Alex Priam, Voilà. il y a Julien Thomas, il y a Quentin Cabanis, il y a Daniel Herrero, donc on a une super équipe. Il y a une belle équipe, Ouais. quoi. Alors, bien sûr, là, on fait le CV de l'invité. Bon, tu t'appelles Spanghero. Je pense que dans le milieu du rugby, tout le monde connaît ce nom. On connaît surtout aussi Walter Spanghero, C'est ça. qui était ton grand-père. Mon oncle. Ah, ton oncle. Ouais. pardon. Allez, ça, on le gardera pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur emblématique de l'histoire du rugby français, qui a joué à Narbonne, Ouais. au Stade Toulousain, C'est ça. équipe de France de 1964 à 1973, un grand chelem en 1968, et surtout, il a fait une tournée en Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, où quand même les Sud-Africains l'appelaient Iron Man. Ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas Walter Spanghero, c'est ça. J'accroche sur le genou, je me fais éclater la main et fracture ouverte. Alors je me suis mis l'os en place. Et pour terminer, une fracture à la mâchoire. Maintenant, ton casier à toi, judiciaire. Alors, tu as fait Pôle Espoir Jolimont à Toulouse. C'est ça. Tu as été champion de France cadet au Stade Toulousain. Ouais. Tu as fait sélection Midi-Pyrénées à 7. Alors à 15, à 7. À 15 à 7, mais tu as été champion de France. Ouais, j'ai été champion de France à 7. C'était un souvenir sympa parce que le 7, c'était chouette. Et puis surtout, on avait une équipe, quand j'y repense, il y avait des joueurs qui ont fait de très belles carrières. Il y avait Antoine Batut, il y avait Lionel Mazard, il y avait Julien Pathé, voilà, des joueurs avec qui je me suis éclaté. Voilà, c'était un chouette souvenir. Et après, tu es passé dans des clubs comme Castelnaudary, d'où tu es originaire. Ouais, j'ai fini là-bas. En fait, fini là-bas. j'étais à Toulouse jusqu'en cadet. Ok, Je suis parti à Castres, à Colomiers. Je suis revenu à Toulouse. d'accord. Ma dernière année de Réchelle, je me suis blessé au genou. Je me suis fait engueuler la saison. Et puis ensuite, j'ai fait une dernière année à Toulouse qui était ma première année espoir. Très, très bon souvenir sportif et humain parce que c'est là que j'ai rencontré une partie des gens qui sont mes amis les plus proches aujourd'hui. Il y avait une ambiance de fou. Et nos entraîneurs, c'était Didier Lacroix, Émile Ntamak, avec Christophe Guiter. Donc voilà, c'était très chouette. Et puis ensuite, j'ai compris que je n'arriverais pas à Toulouse. Donc je suis parti à Narbonne qui descendait en Pro D2. D'accord. L'année sportive a été un peu compliquée. J'ai compris que j'avais loupé un peu le wagon du très haut niveau. Et donc, Christian Labitte m'a appelé pour aller à Carcassonne. J'aime beaucoup Christian Labitte. Carca avait un chouette projet. Il voulait monter en Pro D2. Il y avait pas mal de Narbonnais qui partaient en même temps que moi. Et donc, j'ai passé une dernière année, on va dire, de haut niveau sportif là, en même temps que je créais ma boîte. Et quand j'ai vu que la partie professionnelle se dessinait un peu et que je trouvais ma voie, j'ai arrêté le rugby. Je suis allé faire une petite pige à Castel quelques mois pour pas couper brutalement. Vous étiez à quel niveau à l'époque? Fédéral 3. C'était un peu frustrant parce que j'ai fait en 2 ans Pro D2, le haut de Fédéral 1, puisque cette année-là, on perd le match de la montée en Pro D2 contre Provence. Ouais. Et puis d'un coup, en Fédéral 3, et là, en fait, tu as l'impression que tu vas traverser le terrain tous les week-ends et puis tu fais rien du tout, quoi. Donc, tu t'empâtes un peu, quoi. Voilà, Ouais. donc c'est pas facile. Et puis, j'ai compris que voilà, il était temps d'arrêter de jouer. Et puis, j'ai basculé tout de suite à la radio. J'étais dans les stades le week-end. J'ai pas eu ce manque, en fait. Très bien, on va y revenir d'ailleurs. Tu jouais quel poste et tu étais quel type de joueur, Philippe? Je jouais 3e lignelle au numéro 8. 8 en jeune. Ah, ok. En cadet junior. Et après 3e lignelle. J'étais le type de joueur pas gros plaqueur, qui aimait beaucoup le ballon. On va presque te foutre derrière alors. Ouais. Au centre. J'étais un joueur moyen. Je me souviens, Régis Son, quand je suis arrivé à Narbonne, m'avait dit un truc qui m'avait fait mal. Il m'avait dit, écoute, t'es le joueur emmerdant parce que t'as 14 sur 20 partout, mais t'as 18 nulle part. Oh putain. Merci. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et c'est vrai qu'en fait, je regrette rien parce que quand t'es formaté dans les sports-études, les sélections jeunes, etc., quand tu joues au stade avec tous ces mecs c'est ça. qui sont déjà des stars, moi, j'ai évolué avec Maxime Médard, Max Mermoz, Yoann Huget, c'est des mecs qui puaient le rugby, quoi. Ouais. Tu vois, c'est clair. J'avais pas envie de vivre un entre-deux, quoi. Ouais, mais de toute façon, t'as fait quand même un beau parcours. Il y a beaucoup de joueurs de rugby qui aimeraient avoir goûté au moins à ce côté un peu professionnel quand même. Ouais, mais pas rougir, quoi, je veux dire. Non, je rougis pas, mais c'est vrai qu'après, si tu veux, le problème, c'est que dans ma famille, la barre était placée haut quand même. Et donc, là aussi, belle transition, j'allais y venir.
le nom Spanghero. Ouais. Ça va être quand même pas simple à porter, surtout que, voilà, maintenant t'as un certain âge, mais quand t'étais plus jeune, tu vois, justement, quand t'es passé dans tous ces clubs, il y avait une sorte putain, c'est le Spanghero, là. Il y avait un peu ce côté-là, un peu, oui, tu te sentais que tu devais donner un peu plus que les autres. Enfin, un peu complètement. Ça, c'est Mon, terrible. mon frère aîné, Nicolas, je pense qu'il l'a moins mal vécu que moi. Et puis, entre guillemets, inconsciemment, moi, j'ai pris son poids à lui aussi, quoi. Parce qu'on a 10 ans d'écart et il a fait une très belle carrière, mon frère. Il a été pro auto à Toulouse en 97. Donc, j'avais le poids de la famille, des parents, plus de mon frère. Moi, je l'ai pas très bien vécu. Je trouvais ça assez injuste, en fait. Parce que, forcément, les gens te regardaient plus attentivement et je sentais pas de bienveillance. C'est-à-dire que dès que j'étais un peu en dehors des clous, on disait ah ben il est nul, il est là parce qu'il s'appelle Spanghero. Je le vivais pas très bien en fait. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que quand même ça va pas être simple, quoi. Non, je trouve ça assez injuste parce qu'en fait tout le monde pense que c'est plus facile, alors que c'est pas vrai. En fait, je veux dire moi tous mes coachs ils en avaient rien à foutre. Soit j'étais bon, je jouais, mais et c'est vrai qu'en fait cette suspicion permanente que tu mérites pas d'être là, c'est quand même pas agréable. Ouais, c'est terrible. Ouais. Comment t'es arrivé à la radio? Comment ça s'est passé en fait cette transition? C'est mon premier contact avec la radio, il est assez ouf parce que tu parlais de Guillaume Garrigue tout à l'heure. Ouais. Guillaume Garrigue, c'est comme Canal+. Et le canal, comment ça s'est... Un jour on s'est dit putain, on a besoin de quelqu'un. Il cherchait des gens pour faire des interviews pour terrain. Des journalistes en l'occurrence. Guillaume, c'était un copain de 20 ans. Et on faisait nos premières bringues à Toulouse ensemble quand on avait 17 ans. J'ai des souvenirs avec Guillaume. C'est vrai qu'il a la tête de bringer, ce Guillaume. Ouais. Non, c'est là où il est dangereux. Ah bon? C'est qu'il a pas trop la tête. Ouais, c'est vrai. Il a peut-être un peu de genre idéal aussi. C'est le genre idéal, mais c'est les plus dangereux. Qui nous a fait une belle gourde il y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais, c'est les plus... Guillaume, 9 plus 3, ça fait 12. Ça fait pas 11. Combien d'essais au total dans la saison? Vous le savez ou pas? Après ce soir. Non, je sais pas. 11. Je sais pas. C'était 9 plus 3, donc ça fait 11. Bravo. 9 plus 3, ça fait 11? Non, ça fait pas. Donc ouais, Guillaume Garrigue, jeune journaliste, j'ai toujours su qu'il ferait carrière parce qu'en fait, tu sais, quand les mecs sont habités, moi quand on avait 17 ans, il me parlait des matchs de Montauban de 1982, il te refaisait l'équipe, il connaissait tous les mecs, il te parlait de vélo, mec sans lui quoi. Ouais. Et donc j'ai toujours su qu'il ferait carrière. Et donc un jour il m'appelle au moment où j'arrête à Carcassonne. Il me dit écoute, on vient de lancer un truc avec Europe 1, on a Europe 1 Sport. On n'a pas beaucoup d'argent, mais enfin on n'a même pas d'argent. Mais si tu veux venir commenter des matchs quand t'es à Paris, bien sûr. Et je lui dis écoute franchement c'est cool, t'es au Stade de France, le Stade France est délocalisé tout le temps, on commentait tous les deux, moi j'étais content. Et puis au bout de quelques semaines, Europe 1 avait besoin d'un mec et je croise Alexandre Ruiz qui était au sport à l'époque. Il me dit on te récupère sur Europe 1 et je me retrouve du jour au lendemain, le samedi, à commenter tous les gros matchs. J'avais 25 balais. J'ai fait ça 1 an, Europe 1 a arrêté. Après RTL m'a récupéré. D'accord. J'ai fait 2 ans sur RTL avec un souvenir complètement dingue, c'est que je me retrouve à commenter la finale 2011 en Nouvelle-Zélande pour RTL avec Jean-Michel Rascol, Pierre Salviac et Christophe Dominici. Et là, il y avait mon meilleur pote, Vincent Clerc, qui jouait. J'avais passé la semaine avec eux. Et là, j'ai vécu quand même un truc de fou. Et je me suis dit, ça, c'est des moments privilégiés quand même. Ah, trop bien. Et donc, après, j'ai complètement arrêté la radio. Jusqu'en 2017, où je suis devenu conseiller du groupe Fiducial pour le rugby et le Stade Toulousain. Fiducial venait de racheter Sud Radio. Et puis, assez vite, ils m'ont élargi la mission à Sud Radio, en conseil. Et puis, assez vite, en refaisant de l'antenne. Voilà, et je m'éclate, franchement, parce que... Ouais, ça se voit en tout cas, parce que moi je vous suis sur YouTube, et puis vraiment, on vous sent à l'aise, et en plus vous chambrez un peu et tout ça. Ouais, mais on s'entend très bien, et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est que, tu sais, moi, je suis pas à l'aise parce qu'on revient à mon sujet, à moi. C'est toujours compliqué, j'ai pas été un grand joueur, donc c'est difficile de juger, même si je pense que je connais bien le rugby pour le faire. Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas envie d'être dans le négatif. Et en fait, ce qui est bien chez Sud, c'est que il y a personne qui est gris. On a envie d'être bienveillant avec les mecs du milieu. On est là parce qu'on aime le rugby, on a envie de donner la parole. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui est cool. C'est-à-dire qu'il y a aucune volonté de buzz, de piéger les mecs. C'est clair. Et donc, en ça, c'est hyper agréable. Ouais, mais ça se ressent. Vraiment, ça se ressent. Bon, Philippe, on va passer à un truc un peu plus sérieux, ce que j'appelle les questions mid-all. Mid-olympique, mais surtout consultant rugby, parce que t'es consultant. Première question, qui moi me tient un peu à cœur. Van, premier de Pro D2, la rabine, plein à craquer à chaque fois, avec un entraîneur, Joël Spritzer, qui est entraîneur depuis 2005, vraiment un engouement. Ils vont certainement monter en top 14.
moi, je vois des commentaires, je discute beaucoup avec les gens. Ouais, ils vont faire la navette et tout ça. Est-ce que tu penses vraiment que Vannes, avec l'identité bretonne qu'ils ont, ils peuvent vraiment s'installer durablement en top 14? En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais beaucoup aussi et je le souhaite. Aujourd'hui, tu sais, je pense que pour exister en rugby professionnel, il faut un peu plus de 20 millions d'euros de budget. D'accord. Si je raisonne par le prisme économique, est-ce que cette région a la capacité à avoir ça? Oui. Est-ce qu'il y a un terreau rugby qui le permet? Oui. Le point d'accroche toujours délicat, c'est l'année de la montée. Parce que tu sais que tu montes hyper tard, tu es toujours en fragilité, il faut passer ce cap-là qui est difficile. S'ils le passent, je pense qu'ils ont de quoi s'installer et je pense que c'est vachement bien pour le rugby. Alors, j'ai vu une émission, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Vous avez fait une émission, tu sais, pour parler de l'influence dans les stades. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un championnat qui est quand même très fort, plus que anglais. Je vais pas critiquer les autres, mais c'est vrai qu'en France, on est vraiment très bien. Mais comme on vous avait dit, et c'est vraiment bizarre, en termes d'abonnés dans les clubs, c'est 60 ans de moyenne. Qu'est-ce que la fédération pourrait faire ou les clubs, pour que on ait des gamins de, je sais pas, de 25 ans ou avec de 20 ans qui s'abonnent, quoi. La fédération d'abord a aucun levier parce que le rugby pro est géré par la ligue et puis après vraiment c'est les stratégies de club. Il y a plein de chantiers à mener de front et les clubs commencent à bien le faire. D'abord, il faut des outils qui permettent de vivre ce qu'on appelle l'expérience spectateur. L'expérience spectateur, les jeunes ont envie de la vivre différemment. Aujourd'hui, les stades évoluent, on commence à aller vers ça, avec un truc très festif, avec des soirées après les matchs, des DJ, voilà. Et on voit que les clubs qui le font bien, ça marche. Voilà. Après, il faut rester raisonnable en prix, parce que c'est toujours pareil. Aujourd'hui, le ticket moyen d'une place de match, il coûte cher. Et celui de 25 ans, il n'a pas forcément les moyens d'aller à tous les matchs. Il choisit 2 ou 3 gros matchs. Voilà. Donc, il faut rester raisonnable en prix pour cette population-là. Et il faut sans arrêt renforcer l'entertainment. Et surtout, il faut avoir des têtes d'affiche. Ah oui, d'accord. J'avais une question aussi. Rugby féminin. Il y a eu le tour de destination féminine. Ouais. Les filles ont perdu contre l'Angleterre 42-21. Ouais. Bon, là, je vois quand même que le rugby féminin est quand même plus suivi. Mais est-ce que tu penses que en France, on peut quand même pousser plus? C'est pas encore de même parce que ce qui est dur, et c'est terrible pour les filles, je le comprends, mais c'est dur de monétiser. La vérité, c'est que quand tu sors des grosses affiches internationales, tu vends 200 places pour un match de rugby féminin. Et ça peut pas marcher. Il peut pas y avoir de professionnalisme là-dessus. Donc, par contre, il y a un gros enjeu sur les marques qui veulent aller sur l'égalité des chances, mais ça va être un peu long. Mais par contre, honnêtement, c'est déjà exceptionnel. Ne voulons pas aller trop vite. Franchement, quand je vois Chaban Delmas le week-end dernier, exactement. c'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fédération française de rugby se dit, tiens, on gagne de l'argent grâce à nos filles. C'est une réalité. Elles contribuent à l'économie du rugby en termes de licenciés, en termes d'affluence dans les stades. Donc ça, c'est top. Tu as fait du rugby à 7. Ouais. Donc la question elle est toute amenée. On a Antoine Dupont qui est en équipe de France à 7. Comment tu vois cette équipe à 7 et est-ce que tu le vois avec une médaille olympique? Ouais, je vois une médaille. Ouais, moi aussi. Je vois une médaille, je sais pas laquelle, mais je vois une médaille. Alors Dupont, c'est quand même c'est un extraterrestre. Bon, il y a ce qu'il apporte lui. Exactement. Et en fait, il y a l'impact psychologique inconscient qu'il a sur les autres. En le mettant dans un vestiaire, il rend les autres meilleurs. Ouais. C'est dingue. Tu vois à quel point les autres autour élèvent leur niveau de jeu. Ah ouais, bien sûr. Le niveau de confiance qu'ils ont. Les mecs avant le tournoi, ils te disaient ouais, on sent que c'est pour nous quoi. Enfin, honnêtement, j'en parle avec pas mal d'anciennes, de gens qui ont quand même la mémoire. Je pense que dans le monde du rugby, tout pays confondu, il n'y a jamais eu un joueur comme ça. Ouais. Ah oui, oui. Donc voilà, on l'a chez nous et c'est une chance. Exactement. Bon, là, je te fais la question, les 3B, c'est très rapide. De ta carrière, enfin, quand tu as joué au rugby, dans le monde du rugby, pour toi, les 3B, le plus gros bringueur, on va commencer. Le plus gros bringueur, le plus gros bagarreur et le plus gros baiser, oui, voilà. Allez, on commence, le plus gros bringueur, ouais. Où tu t'es dit, oula, celui-là, ça tombe épais quand même, hein, à l'apéro. Il y en a un que j'ai vu qui était complètement ouf parce que j'ai un souvenir en tête. Il est arrivé une fois au Gigot à Toulouse, il a mis le fauteuil lui tout seul, c'était n'importe quoi. Et c'est Marc Giraud. Giraud, c'est un drôle d'animal. D'accord. Ouais. Dangereux à suivre. Ah, ok. Le plus gros bagarreur, celui qui était très très chaud, c'est Julien Caminati. Moi, j'aime bien Caminator. J'aime bien parce que c'était quand même, on n'en parle pas assez, mais c'était quand même un sacré joueur quand même. C'est mon pote, mais moi j'ai joué avec lui. Il a un parcours complètement atypique. Parce qu'après, il est parti en fédéral à Nice et c'est Gomola qui le rattrape à Brive.
J'aimerais beaucoup l'interviewer d'ailleurs. Je jouais en Réchelle avec lui à Castres. Moi, j'adorais voir jouer ce mec. Ouais. Il avait la passe des deux côtés, une passe magnifique. Un gros buteur en plus. Un énorme buteur, un gros jeu au pied. Et puis, il avait peur de rien. Ah ouais, il y a des trucs sur YouTube, tu vois, des résumés de certains matchs. Mais par contre, quand tu as un mec comme ça à côté, ça c'est pareil. On parlait d'Antoine Pontcharrat, mais lui dans un autre registre. Mais bagarreur quand même, c'était. Donc tu le mets quand même dans bagarre. Ben, il avait peur de rien. Ah, c'est ça. Ouais. Un troisième ligne, 2 fois sa taille, il y allait quoi. Mais un jour, je me souviens, c'était un peu la rivalité toujours avec Toulouse. J'avais quitté Toulouse et on les jouait en Réchelle chez eux. Ouais. Et il y a une petite bagarre qui éclate. Et en fait, il y a une échauffourée. Je le sens arriver, mais à 200 à l'heure, quoi. Les pieds en avant. Oh putain. La méchance. Il se jette au milieu. mais ça faisait du bien parce que tout le monde savait qu'il rigolait pas. Voilà. Donc si je vais aller à la Maillotche. C'était pas du fake. Ouais, il va pas reculer lui. Non. Et il avait peur de rien. D'accord, très bien. Le plus gros baiser. Je vais pas dire baiser parce que tous les mecs sont mariés et puis après tu sais jamais à quelle période c'était, donc d'accord, c'est sûr. Charmeur, où tu t'es dit bon, quand je sors, quand on... Ah, Yoann Huget. J'ai fait un sketch sur lui en plus il y a pas longtemps. C'est vrai? Ouais. Ben ça, il faut le garder parce que ouais, non, à côté de Yoann Huget, c'est compliqué. Ah, c'est vrai quoi. Puis en plus, attends, lui, beau gosse, bon joueur de rugby, solide. Ouais. C'est vrai que... Ouais, puis pouvoir de séduction. Ah ouais? À toute boîte de vue. Ouais. Alors Yoann, bouge pas parce que quand je vais venir ici, je vais bien te taquiner aussi, mon salaud. Merci beaucoup d'avoir donné du temps. On était dans les studios de Sud Radio, ça s'invente pas, avec Bambino, un gars du Sud-Ouest comme moi. On a parlé rugby, vous pouvez retrouver ça sur sa chaîne.